quel type de gestionnaire êtes-vous? Ça, c'est la première question. Tu veux que je te pose la deuxième dessus? Bien, je pourrais dire, tu penses que je suis quel genre de gestionnaire? Hey, c'est une bonne question. Un gestionnaire. Comment tu définis ça, un gestionnaire? Je veux dire participatif, rassembleur, je dirais. En fait, rassembleur, ça serait le terme. Je vous dirais quasiment, je suis pas un gestionnaire, je suis pas un bon gestionnaire dans le sens que j'ai plein de monde dans l'équipe qui sont meilleurs gestionnaires. Je me vois plus comme quelqu'un qui peut leader, inspirer, donc amener les gens à réaliser étant de comprendre leur potentiel, puis jusqu'où ils peuvent aller, puis après ça, ben, les supporter puis les accompagner. Pour moi, le rôle d'un gestionnaire ou d'un leader, c'est vraiment pas de faire remonter de l'information ou de se voir comme les gens doivent me rapporter des choses, mais c'est vraiment la pyramide à l'inverse. C'est corny un peu, mais c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. On est là pour supporter, pour les aider à réaliser leur plein potentiel, puis d'agir comme un sounding board. Fait que c'est plus... Tu peux être gestionnaire, mais je pense qu'à la base, tu sais, c'est de l'idée, puis inspirer, puis mobiliser tes troupes. Puis après ça, ça devient facile de gérer. Ouais, moi, dans mon cas, pas le meilleur gestionnaire non plus. Toi, je sais pas. Je peux pas juger si t'es bon ou mauvais gestionnaire. Mais je dirais, ma force, moi, c'est vraiment d'inspirer les gens. J'aime ça, embaucher les gens, les inspirer pour dire, OK, on s'en va-tu là? Ça te tente-tu qu'on bâtisse ça ensemble? Puis après ça, gérer day-to-day. J'aime ça, m'entourer de gens qui se gèrent eux-mêmes. Donc, je suis plus là pour donner, on devrait-tu faire ça, challenger les idées, donner une orientation, mais de voir, OK, est-ce qu'on ouvre la porte maintenant puis on avance? Peu importe. On veut se rendre du point A au point B, prenez le chemin que vous voulez, mais on va se rendre ensemble. Fait que c'est plus ça. Deuxième question, sous-question en fait. Expliquez comment votre style de gestion est cohérent avec votre culture, valeur ou mission. Bien, je dirais que mon approche encore là de gérer ou de l'idée est beaucoup basée sur la confiance. Puis je pense dans nos valeurs, dans notre culture, on donne énormément de place aux gens à faire des erreurs. On dit qu'il y a le droit à l'erreur dans la culture Premier Tech. En fait, c'est pas grave de faire une erreur. Ce qui est vraiment grave, c'est de rien faire avec. Donc, il faut apprendre de nos erreurs, il ne faut pas en avoir peur. Faut pas se dire, regarde, si je peux ne pas être reconnu comme ayant fait partie de cette erreur-là, qui va ramasser le petit paquet de caca à terre, pourvu que j'y touche pas, donc je ne serai pas associé à une erreur. Je pense une grosse erreur que beaucoup de gestionnaires, jeunes ou vieux, ou beaucoup de membres d'équipe font, c'est de penser que si on est associé à quelque chose qui a moins bien été, c'est comme une tâche à notre CV, plutôt que de dire, j'ai fait partie de plein de bons coups, j'ai fait partie d'affaires qui ont moins bien été, mais voici comment on a abordé la situation. Oui, on l'a affronté, on l'a réglé, puis après, on a fait un post-mortem, puis on en a tiré des apprentissages. Je pense que les succès, c'est des moments de célébration incroyables. Oui, il y a des beaux enseignements à tirer des succès, mais lorsque tu as un failure, tu as un échec, là, tu peux aller tirer des apprentissages bien plus majeurs, puis il faut être très candide, pas à être gêné d'en parler ouvertement. En parlant d'erreurs, et comme on dit qu'il faut être candide puis qu'il faut en parler, j'ai comme une erreur un peu trademark que je partage souvent lorsque j'ai la chance d'échanger sur ce sujet-là à l'interne. En 2009, automne 2009, on fait deux transactions, deux acquisitions chez Premier Tech. Et je dirais, il y en a une, c'est Match Made in Heaven. C'est incroyable. À posteriori, on regarde 2, 3, 4, 5 ans down the road. C'est en France, dans notre métier eau et environnement, une entreprise qui s'appelle APC Calena Pureflow. C'est comme ils disent en France, c'est nickel. En même temps, on a fait une en Hollande, dans notre métier Premier Tech système automatisé. Et it's a transaction from hell. On a fait plein de compromis dans cette transaction-là, où ce que, habituellement, dans une transaction, on veut parler avec les gens, rencontrer des équipes, bâtir la conversation pour aller chercher la vibe. Pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, les vendeurs sont nerveux, les vendeurs sont inquiets, veulent qu'il n'y ait aucune rumeur sur la transaction dans leurs équipes, dans le marché. Et à ce moment-là, bien,
pour faire une image, je vous dirais, si on fait une image de voiture automobile, de Formule 1, bien, on a un excellent châssis, puis on n'a pas de moteur. Puis cette entreprise-là a le moteur qu'il nous faut. Puis le temps de développer le moteur, de l'amener, comment dire, stable, prêt pour le marché, c'est 3, 4, 5 ans. On se dit non, il faut vraiment faire la transaction. Et on fait des compromis. Et malheureusement, bien, un coup, la transaction réalisée, annoncée, bien, la majorité des principaux leaders de la business bien, voient les deux propriétaires, les deux personnes pour qui ils ont travaillé pendant tant d'années, pour qui ils se sont, entre guillemets, donnés dans leur esprit, et ils se sentent trahis parce qu'ils n'ont pas pu bâtir la conversation avec nous, avec des équipes, avec Premier Tech, qui aurait peut-être fait qu'ils en seraient venus à la même conclusion, puis on l'aurait décelé, puis on n'aurait pas fait la transaction, ou ils se seraient confortés qu'ils participaient à la prise de décision. Eh bien, en dedans d'1 an de la transaction, brain drain total, les 8 principaux joueurs ont quitté, les 2 actionnaires décident de quitter, et là, ben là, il faut rebâtir. Et bien, l'erreur, ça a été de faire des compromis. Puis, il ne faut pas faire de compromis. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas être capable de s'ajuster, mais il faut être capable de toujours bien déceler. À partir de quand trop, c'est trop, puis qu'il faut arrêter. Donc, tirer la bonne ligne, puis je dirais, si vous venez à Rivière-du-Loup, vous venez chez Premier Tech, bien, 3 ans plus tard, un coup qu'on a fait on avait fini de réparer tous nos petits dégâts, bien, on a fait un post-mortem. Tous les gens qui ont été impliqués dans ces compromis-là, dans renverser, rebâtir la business. Et j'ai encore au coin de mon bureau le post-mortem de ça, des compromis qu'on a fait, de cette mauvaise transaction-là qui est aujourd'hui très bonne, puis on la referait, mais différemment. Mais les enseignements de cette erreur-là, de qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait jamais dû faire, ou de qu'est-ce qu'on aurait dû faire différemment, mais sont encore très, très vivants, très vibrants, même 12 ans down the road aujourd'hui. Moi, je dirais l'erreur qu'on a faite de façon récurrente par bout, c'est d'embaucher du monde qui ne fitait pas à 100 %, mais qui était vraiment compétent. Fait à cette heure, on est vraiment prudent. C'est pour ça que dans les entrevues, on a des gens qui sont plus formés à déceler le fit culturel, le fit de valeur, parce que une personne qui ne fit pas peut traîner tout le monde du côté négatif. Puis c'est comme ça qu'on démolit une culture, d'avoir, comme tu dis, si on fait des compromis à un moment donné sur des choses qu'on ne devrait pas faire de compromis, c'est tellement vrai ce que tu dis là. Je me rappelle avoir rencontré une personne qui s'appelle Joe Doré, qui dans les années 90-2000, c'était une légende chez les chasseurs de tête ici au Québec. Tous les grands recrutements chez Bombardier, du temps que Bombardier allait bien, Joe Doré les a fait directement avec M. Baudouin. Puis un jour, on le rencontre en voulant le passer en entrevue comme pourrait peut-être faire un mandat pour nous. Après 30 minutes, on se rend compte que c'est nous qui passons l'entrevue, comme entreprise ou comme individu. Et à un moment, il me dit « Toi, le jeune, t'embauches-tu des CV ou des personnes? » J'embauche des personnes. Ah ouais? OK. Pourquoi tu regardes le CV avant de rencontrer la personne? Il dit oui, OK, effectivement, peut-être ça fait partie de ton rôle, ou dépendamment où tu es l'entreprise. Il dit ben, on cherche un ingénieur, il faudrait toujours bien que la personne soit ingénieure, ou un comptable, qu'elle soit comptable, mais il dit arrête là. Après ça, donne-toi la chance de rencontrer la personne, de parler avec elle, de son parcours, elle vient de où, qu'est-ce qui a fait qu'elle a fait ça, et non pas de la laisser te raconter son CV qu'elle a déjà écrit, puis toutes ses expériences. Intéressez-vous à la personne, son parcours, ce qui l'allume, ce qui l'éteint, ce qui fait partie de elle. Puis c'est comme tu dis, tu sais, des fois, tu y vas pour le CV, l'expérience, le talent, mais tu en oublies qu'il y a une personne, puis cette personne-là, ben, peut être une excellente épice de la cannelle, mais si tu mets ça dans une sauce béchamel, peut-être que ça ne marche pas, tu sais. C'est pas mauvais de la cannelle, mais ça ne fait pas dans une béchamel et vice-versa, tu sais.